Ko ɲɛtɛ doni ta nga be fɛngiriman dɔn o la sa an b'a fɔ k'aw danse Alafiya Jabarani sanfɛ. Ni an don kan ye an ka émission On s'exprime. On s'exprime est une émission où l'on débat des sujets qui touchent notre société, notre quotidien. Et notre thème d'aujourd'hui est un thème très intéressant car on va parler d'argent, donc d'économie. L'économie, les impératifs d'une croissance illimitée est là notre sujet d'aujourd'hui. Pour l'occasion, nous avons fait appel à des spécialistes dans le domaine. Notre premier invité est Badi Haïdara, il est économiste. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Badi. Merci pour l'invitation, merci à toute l'équipe de la chaîne Alafiya TV. Merci beaucoup. De l'autre côté, notre invité, c'est également un confrère. Il est journaliste, Adama Sambou Sissoko. Il travaille également dans le secteur du développement durable. Merci, Monsieur Sambou, d'avoir accepté notre invitation. Moi de vous remercier, ainsi que tous nos téléspectateurs, ainsi que mon co-débatteur. Merci. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet sans plus tarder. La première question est à vous, Monsieur Haïdara. Quels sont les principaux secteurs économiques du pays et comment contribuent-ils au PIB? Avant tout propos, j'aimerais bien que vous nous parliez un peu du PIB. Qu'est-ce que c'est que le PIB d'abord? Alors, merci. Je profite aussi pour saluer mon co-débatteur. Alors, le PIB en français, c'est Produit intérieur brut. C'est un indicateur statistique qui a pour objectif de mesurer les volumes des échanges dans le pays. Donc, on a deux versions. On a une version qui prend en compte uniquement la richesse locale, qu'on appelle le produit national brut, qui ne prend pas en compte l'impact des investissements étrangers, mais ce qui se fait directement dans le pays, avec l'argent qui circule uniquement dans le pays. En ce qui concerne le PIB, il prend en compte globalement le volume des échanges économiques ou la création de richesses qui a lieu dans le pays. C'est-à-dire les commerces ou bien? Exactement, les commerces, les ventes, les entreprises, les exportations, les importations, etc. Toutes les transactions financières de marchandises, de biens, de services qui se passent dans le pays. Donc généralement, selon les pays, il est réparti entre différents secteurs. En ce qui concerne le Mali, on va être essentiellement sur le domaine agricole. Dans le domaine agricole, on va avoir les produits comme le coton, donc, qui contribuent énormément au PIB du Mali. Il n'y a pas que le coton, il y a d'autres produits agricoles. Donc le secteur agricole va varier entre 40 à 45% du PIB. Ensuite, on va avoir l'industrie qui est essentiellement drivée par les industries minières. Vous n'êtes pas censé ignorer que le Mali est un grand producteur d'or. Il n'y a pas que l'or, il y a d'autres ressources naturelles qui sont extraites. Donc après l'agriculture, on a le secteur minier qui pèse énormément dans le PIB. Ensuite, on va avoir le secteur du service qui regroupe un certain nombre le commerce et du service, etc., un certain nombre de services. Mais les gros piliers du PIB du Mali, ça reste toujours l'agriculture et les secteurs miniers extractifs. Or, l'agriculture dépend beaucoup des conditions pluviométriques, donc c'est un enjeu important pour le Mali. Et surtout, au-delà des pourcentages de PIB, c'est dans le secteur agricole que beaucoup de Maliens travaillent. La majorité des Maliens travaillent dans le secteur agricole parce que le Mali est un pays rural. D'accord. Voilà ce que je peux dire sur la répartition en termes de secteur du PIB du Mali. D'accord. Quel est le taux de croissance du PIB que vous venez tout juste d'expliquer du Mali actuellement? Alors, il faut savoir que quand on prend de 2015 jusqu'à maintenant, ou même quand on remonte aux années 2000, la croissance du PIB du Mali va varier entre 3 à 7%. Les meilleures années sont à 6,5%. Mais par rapport à 2024, les chiffres officiels ne sont pas encore disponibles, mais on part sur des estimations entre 3,7 à 4%. En 2023, on était sur 4,7%.
Et en 2020, il n'y a même pas eu de croissance. Il y a ce qu'on appelle une récession. Ça veut dire que ça a diminué par rapport à 2020. Il y a eu l'effet du Covid. Donc, c'est la seule année depuis 2015 où on n'a pas fait de croissance. Donc, je pense que ça, c'est à l'échelle mondiale. Tous les pays ont connu des régressions à ce niveau. Le Covid qui est arrivé, donc les effets ont continué 2019, 2020, 2021. Mais sinon, grosso modo, ça varie entre 3 à 7%. Donc, depuis 2020, on est entre 3, 3, 1, 3, 4, donc, 4, 5, depuis etc. après Covid, on n'est pas... Voilà, on n'est pas remonté au-dessus des 5%. Resté... Si, on est resté en bas des 4%. D'accord, c'est bien compris. Maintenant, chers collègues, Adama Sambou Sissoko, quels sont les principaux enjeux du développement durable? Si on prend le développement durable en tant que tel au Mali, l'un des enjeux, il s'agit de voir sur le plan écologique qu'est-ce que cela peut apporter comme apport, mais également qu'est-ce que cela comporte comme enjeu. Parce que quand on parle d'écologie, il faut voir un peu tout ce qu'il y a comme destruction de la nature. Ah, intéressant. Matin, midi, soir, généralement au Mali, on mange 3 fois par jour. Ces repas, on les prépare avec du bois ou le charbon de bois. Tout à fait. Les boulangeries, c'est écrit devant, boulangerie moderne, mais quand vous partez derrière, vous allez être étonné de découvrir que ces boulangeries-là marchent avec du bois. C'est sûr. Ainsi de suite. Donc, ce qui fait que par an, on peut perdre jusqu'à entre 100 000 et 600 000 hectares de forêt à cause de la coupe abusive du bois. Et le Mali, c'est très bientôt, sinon on est déjà dans la période de feu de brousse. Si il y a eu environ 83 000 hectares de forêt qui ont été brûlés en 2015, il faut dire que vers les années 2022, on était environ autour de 4 millions d'hectares de forêt qui sont partis en fumée. Mais également, d'autres enjeux, ce sont les enjeux sociaux. Parce que quand on parle du Mali, on parle de sa population, on parle de sa jeunesse, on est une population en majorité jeune. Malheureusement, il y a le chômage. Et qu'est-ce qui se passe? Les terres deviennent de plus en plus pauvres. Quand les terres s'appauvrissent, malheureusement, les agriculteurs ne vont pas produire autant. Quand ils ne produisent pas autant, qu'est-ce qui va se passer? Les enfants n'iront plus à l'école parce que les parents ne seront pas en mesure de payer leurs frais de scolarité. Tout à fait. La santé ne sera pas assurée et même la paix et la sécurité, malheureusement. Et tout cela est en train d'être aggravé par un phénomène aujourd'hui qui s'appelle l'exploitation minière, d'une manière dont on n'a même pas de qualificatifs. Tout à fait. Ceux qui ont perdu la vie dans les effondrements des mines, nous prions pour le repos éternel de leurs âmes et que la terre leur soit légère. Là, l'or apporte au pays, mais malheureusement, les pauvres populations, les pauvres paysans qui sont au village sont en train de perdre leurs terres agricoles. Mon co-débatteur l'a dit, le Mali est un pays rural. C'est un pays agricole. Maintenant, si on est là à spolier leurs terres sous l'effet de l'exploitation minière, un jour viendra, que deviendront-ils? Ils seront désœuvrés. Ce sont des populations qui vont malheureusement être confrontées à des situations très très difficiles. En Bambara, moi je dis ni tchikela ni ka dugukolo klalila. Oui, quel est un calabantier? Parce qu'il va falloir nourrir la famille. Quand on le dit, ça fait mal. Oui. Mais c'est ça. Parce que quelqu'un qui a 40 ans, il a 50 ans, il perd ses terres, mais il deviendra qui? Il ne peut plus être embrassé un autre domaine. Oui. C'est ce qu'il connaît. C'est ce qu'il connaît. Alors qu'il a une famille à nourrir. Tout à fait. Il a toute une société sur ses épaules. Donc,
Vous voyez, là, c'est entre autres dimensions, mais l'autre dimension, c'est la dimension économique. En termes d'enjeux, aujourd'hui, la pauvreté va grandissant, malheureusement, surtout en milieu rural. Et de l'autre côté, il y a les enjeux culturels. Parce que le Mali, c'est un vaste pays, mais en même temps un petit pays. Quand je dis un petit pays, quand je vais à Tombouctou, Gao, Kidal, dès que je dis que je suis Adama Samou Sissoko, mes petits cousins Touré, Sissé et autres là deviendront mes parents. Donc c'est ce brassage culturel dont il faut chercher à sauvegarder et mettre au service du développement du pays. Et ainsi, surtout pour la paix et la stabilité. Voilà. Donc là, c'est entre autres enjeux, parce que tout cela se passe non dans notre milieu. Et quand on dit les humains, c'est que nous faisons référence à la santé, nous faisons référence à l'éducation, nous faisons référence au bien-être. Et la question genre n'est pas non plus occultée quand on parle du développement durable. Voilà. D'accord. Ça c'est bien compris. Monsieur Haïdara, nous revenons à vous. Quel est le niveau des investissements directs étrangers au Mali actuellement? Alors, il y a différents chiffres qui circulent, mais avant d'expliquer le concept d'investissement direct étranger, il va falloir faire la part des choses par rapport à l'actualité, parce qu'on a entendu des communiqués par rapport à l'USAID, différents fonds que l'État reçoit. Les investissements directs étrangers sont différents des différents appuis budgétaires que l'État reçoit pour ses propres projets. D'accord. Cela n'a rien à voir. Si l'USAID ou n'importe quelle structure internationale, Banque mondiale, que ce soit des dons ou des prêts, des facilités financières, pour que l'État puisse réaliser des projets d'infrastructure, ça c'est différent des investissements directs étrangers. Investissement direct étranger, c'est toute personne qui ne vient pas du Mali, qui amène ses ressources financières pour réaliser des projets au Mali. Donc ça peut être un Burkinabé qui est entrepreneur, qui veut investir dans une usine de tomates. La valeur qu'il va investir dedans sera comptée parmi les investissements directs étrangers. Donc selon les derniers chiffres qu'on a pu observer, il y a à peu près 1 milliard en 2023, 1 milliard de dollars d'investissements directs étrangers. C'est essentiellement dans le secteur minier. Donc quand les mines investissent dans les gros engins pour installer, déployer des équipements, tout cela est considéré parce que l'argent vient en général des partenaires extérieurs. Ce n'est pas les banques qui les prêtent ces sommes-là, ce n'est pas les banques de l'espace CEDEAO, ça vient de l'extérieur. Donc généralement, cet investissement, ces 1 milliard-là, ça va essentiellement dans l'industrie, particulièrement les mines et d'autres secteurs, les usines de farine, les usines de pâtes, etc. Quand c'est fait, bien sûr, par des gens de l'étranger. Ça peut appartenir à un Malien, mais il y a des actionnaires étrangers qui donnent des contributions. Donc c'est ces contributions étrangères qu'on appelle investissement direct étranger. Et notre diaspora en fait partie, par exemple? Bien sûr, ça fait partie, oui. D'accord, ça c'est bien compris. Monsieur Sissoko, quelle est la politique nationale du Mali en matière de développement économique et durable? Si on parle de développement économique et durable au Mali, il faut qu'on fasse un coup d'œil vers les différentes politiques, telles que la politique nationale sur le changement climatique, la politique nationale de l'assainissement et le cadre de relance économique durable, c'est-à-dire le CRED. Et tout récemment, il y a eu la concrétisation du découpage territorial, l'administratif. C'est que nous, aménagistes, nous disons plus un espace est découpé, mieux il est aménagé. Les différents responsables, que ce soit au niveau régional, au niveau cercle, au niveau communal, qui viennent de prendre fonction, d'autres vont prendre fonction peut-être plus tard. Chacun va vouloir apporter sa pierre à l'édifice. Également, qu'est-ce qu'il faut ajouter à ça? Quand on reste dans le cadre de l'environnement et du développement durable, le 15 février, c'était le lancement du système MRV qui est conforme à ce qu'on appelle le GIEC 2006,
Le GIEC, c'est le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Okay. Et avant cela, il y a ce qu'on appelle le PRTD, le projet de restauration des terres dégradées au Mali, qui est un vaste projet. Également, il y a le projet PRIBA, qui est le projet qui est là pour renforcer la résilience au niveau du district de Bamako. Donc là, c'est entre autres quand même une réforme majeure, sinon des initiatives, sans oublier bien sûr le projet thématique portefeuille climat Sahel, qui est un projet mis en œuvre au Mali, mais également dans 3 autres pays sahéliens, c'est-à-dire le Burkina, le Niger et le Sénégal. Et la Grande Muraille Verte? La Grande Muraille Verte, effectivement. Donc, vous voyez, là, ce sont des projets et des programmes qui sont là. Il y a également, comment dirais-je, le projet GDZIAO, qui est un projet qui est axé sur les zones humides, principalement les sites Ramsar, tels que le lac Ouénian, le lac Sourou et le delta intérieur du Niger. Et la ville de Bamako n'est pas occultée dans ce projet de GDZIAO, qui est non seulement au Mali, mais dans l'ensemble de l'Afrique. C'est un projet qui est mis en œuvre dans 19 pays. Donc là, c'est entre autres projets, et sans oublier un certain nombre d'activités sur le plan de l'éducation environnementale qui sont en train d'être menées, soit par les ONG, les associations, les partenaires au développement, tout cela sous la coupole du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Et sans oublier, madame, la quinzaine de l'environnement, qui est un rendez-vous annuel de la question de l'environnement, du développement durable et du bien-être des populations maliennes. Donc, on peut dire que, en grosso modo, parce que si, comme on le dirait en Bambara, Niko Kibi, donc d'autres projets dont on n'a pas touché ici, d'autres initiatives et d'autres réformes dont on n'a pas touché ici, qui sont en cours. Voilà, qui sont en cours. Ce n'est pas qu'on les a ignorés, mais c'est que la liste est vraiment longue. Tout à fait. Voilà. Famille Sorolula, M. Sambou. M. Haïdara, maintenant nous aimerions savoir, la souveraineté monétaire a son impact dans l'économie du Mali ou pas? Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Peut-être permettez-moi d'expliquer un certain nombre de concepts. D'abord, la souveraineté monétaire, c'est la capacité d'un État à définir les politiques monétaires. D'accord. Donc, dans la politique monétaire, il y a la politique de change. C'est-à-dire, quand on veut convertir notre monnaie avec d'autres monnaies, comment ça se passe? Est-ce que c'est un régime fixe, flottant, etc. Donc, pour utiliser un jargon simple, il y a un certain nombre de politiques. Donc, quand un pays est libre de les définir, on dit qu'elle a sa souveraineté monétaire. Est-ce que c'est le cas au Mali? Bien sûr que ce n'est pas le cas au Mali. Bon, il y a des polémiques autour de ce sujet. Sur certains aspects, du point de vue formel, les pays du franc CFA ont le droit, mais on sait qu'il n'y a pas que les textes qui régissent les politiques qui sont pris. Il y a une mainmise de la France qui est partie prenante et acteur du franc CFA parce qu'elle garantit un certain nombre de mécanismes à l'intérieur. Donc c'est une construction française. Le franc CFA est une construction française qui a été adoptée. Maintenant, ça sert à quoi d'avoir la souveraineté monétaire? Je pense qu'il est important d'expliquer aux gens parce que dans l'actualité, beaucoup de gens demandent à ce qu'on ait notre monnaie. De manière globale, la politique monétaire permet d'adapter, permet d'accompagner les politiques économiques. La politique monétaire et autres permet de définir, par exemple, le comportement des banques quand ils prêtent de l'argent aux entreprises, à la population. Ça permet aussi de définir les taux d'intérêt auxquels on prête aux banques et ensuite les taux d'intérêt auxquels les banques prêtent. Ça contient aussi les politiques d'inflation au niveau des pays. Et surtout, le plus important, c'est ce qu'on appelle le quantitative easing en économie ou la planche à billets, pour un langage un peu plus vulgaire. C'est la capacité pour un État d'imprimer de l'argent pour influer, pour financer des gros projets d'infrastructure. On peut le faire, ça serait trop facile, mais par contre, l'inconvénient, c'est que quand on imprime de l'argent
soi-même pour investir dans des projets, si ces projets n'apportent pas du PIB, de la valeur ajoutée dans le pays, la monnaie perd la valeur. Donc ça veut dire qu'au lieu d'acheter par exemple le sac de 1000 à 25 francs hier, peut-être un an après, avec la perte de valeur, le même sac avec la même quantité va coûter 50 000 francs par exemple. Comme c'est peut-être le cas en Guinée. Exactement. Bon, le pays où il y a le plus d'inflation, c'est pas Guinée-Conakry, c'est plus Zimbabwe. Ah, d'accord. Donc pour la même quantité de marchandises, on paye plus cher année après année. C'est ça qui est l'inflation. Je répète, pour la même quantité de marchandises, on est obligé de payer plus pour avoir cela. Moi, je parlais un peu plus du côté de la valeur de l'argent. Bon, la valeur de l'argent dépend de pas mal de paramètres. Ça dépend de si c'est un régime flottant, ça dépend de l'offre et la demande. Qu'est-ce que ça veut dire un régime flottant? Un régime flottant, ça veut dire que la valeur de la monnaie va être déterminée en fonction du nombre de personnes qui souhaitent acquérir du franc CFA et du nombre de personnes qui souhaitent vendre du franc CFA. Je vous donne un exemple. Quand un commerçant malien va en Chine pour acheter des marchandises, celui qui lui vend le marchandise en Chine ne prend pas le franc CFA. Donc, le commerçant a du franc CFA. Donc, il va vendre le franc CFA contre une autre monnaie qui est acceptée par l'autre partie en Chine. Dans le monde en général, on passe par le dollar, mais si le fournisseur accepte autre chose, on peut faire un échange comme ça. Avec les difficultés qu'a le Mali et la Russie, on peut même faire du troc sur des marchandises directement. Donc tu me donnes, j'ai telle valeur d'or, je te le donne, donc on ne passe pas par une monnaie directement, mais en général c'est le dollar. Donc à l'inverse, quand quelqu'un veut venir investir au Mali, donc il a ses milliards en France ou aux États-Unis ou en Chine, donc pour qu'il puisse venir l'investir ici, il faut qu'il achète le franc CFA. Donc, les nombres de gens ou le volume d'achat et le volume de vente, c'est ce rapport-là qui peut définir. Plus il y a de gens qui veulent acquérir du franc CFA, plus le franc CFA va être cher. Donc, plus il y a de gens qui veulent se débarrasser du franc CFA pour acquérir d'autres monnaies, plus le franc CFA aura moins de valeur. La capacité du fait que les gens veulent acheter du franc CFA, ça dépend de ce qu'on offre dans notre pays. Si on a beaucoup de choses à offrir au monde entier, les gens vont venir pour acheter notre monnaie, pour avoir nos marchandises et nos produits. Plus le pays est un pays d'importation, comme le Mali, plus son argent a de l'importance. Plus le pays est un pays d'importation, plus on doit faire sortir notre devise pour acquérir des matières, des cure-dents, des boissons, des voitures pour les ramener. Donc on fait sortir notre argent, donc on fait une demande de vente de francs CFA contre de l'argent. Donc plus cette demande de vente est élevée, donc en général les pays qui ont des régimes flottants et qui font énormément d'importations, en général la balance commerciale est déséquilibrée. C'est-à-dire qu'on va chercher plus que ce qu'on vend ailleurs et donc généralement la monnaie devient faible au fil des années. J'essaie de simplifier, mais il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte, comme les paramètres de confiance et autres, la stabilité économique et sécuritaire du pays, etc. etc. D'accord, ça c'est bien compris, M. Haïdara. M. Sissoko, oui. Est-ce possible de parler d'économie sans industrie? Très difficile de pouvoir parler d'économie sans industrie. Je crois que c'est l'un des faits qui fatigue nos pays, parce que nous sommes, mon co-débatteur l'a dit tout à l'heure, nous sommes un pays d'importation. Par exemple, en 2016, nous avons investi dans l'achat de céréales, plus de 96 milliards de francs CFA. Wow. Et si on revient en 2021, 2020, ainsi de suite, donc vous comprenez, logiquement parlant, nous devrons avoir des industries qui nous permettront de consommer le chômage, qui nous permettront d'avoir de la valeur ajoutée sur un certain nombre de produits tels que le coton. D'accord? Ce qui fait que le coton malien aujourd'hui, si moi j'avais le pouvoir de décider, j'allais transformer la CNDT en une société de production céréalière. Nous, les Bambara, Malinké, nous disons que tout ce que vous voyez dans la famille, c'est le reste de la nourriture. Qu'on y ait faim, qu'on obéit balotoy. Ni est fini, on a ce qu'on a suffisamment à manger, sinon on ne va pas acheter les beaux habits. Quand vous voyez un engin dans la famille, c'est que nous avons suffisamment à manger. C'est vrai. Et je me demande si on a faim,
est-ce qu'il est-il possible de mettre le coton dans la marmite, préparer et manger pour qu'on n'ait pas faim? Je ne pense pas que cela soit possible. Maintenant, par rapport à la question précédente, toutes les réformes dont j'ai citées, j'ai dû oublier une réforme importante, qui est la contribution déterminée au niveau national, qui est pratiquement la pièce maîtresse de tous les programmes dont j'ai cité, que ce soit le PRTD, ainsi de suite, le système MRV. Vous voyez un peu. Oui. Donc, même nous, l'or que nous exportons, mais imaginez un peu, on exporte de l'or brut, mais pour que nos mamans, nos femmes, nos sœurs puissent avoir des parures comme il le faut. Moi-même, je n'en ai pas regardé. C'est pas de l'or. Voilà, c'est pas de l'or. Voilà. Et si vous devriez porter ce que c'est venu d'ailleurs. Vous comprenez? Nous sommes au commencement, mais malheureusement, nous ne sommes ni au milieu ni à la fin. Tout à fait. Nous sommes un pays consommant, importateur, à un certain niveau où aujourd'hui on a besoin d'industrialisation. Mais cela ne peut aller que lorsqu'il y a quand même ce qu'on appelle des préalables, tels que l'électricité. Ah, c'est la base. C'est la base, mais là aussi, il faut qu'on le dise. Il y a 365 jours dans l'année. Oui. Je peux me tromper, mais à ce que je sache, c'est ça. Oui, oui. Et il y a 365 jours de soleil au Mali. Il n'arrive aucun jour où le soleil ne puisse charger la batterie. Malheureusement, on n'a pas autant de centrales solaires. C'est vrai. Il y a 365 jours dans l'année. Il y a 365 jours où le vent souffle sur le territoire malien. Les appareils éoliens, on ne les voit pas non plus. C'est vrai. Madame, c'est pas tout. Par jour, on produit plus de 4000 mètres cubes de déchets. Environ 5000 mètres cubes de déchets, dont 3000 uniquement à Bamako. Mais là, c'est-à-dire que c'est plus que de l'or en matière d'énergie. Bamako, nos villes sont envahies par les déchets qu'on devrait transformer en énergie, qu'on devrait transformer en chaussures, qu'on devrait transformer en bouilloire, qu'on devrait transformer en sac, oui. Ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, l'industrialisation, c'est quand même sans l'industrialisation, je ne vois pas comment on peut parler du décollage économique. C'est très très difficile, mais tout cela doit se passer en ayant un regard sur les 4 piliers du développement durable. L'économie, le social, l'environnement et la culture. Voilà. D'accord. Oui. C'est bien compris. Monsieur Haïdara, oui. Quel est le rôle des petites et moyennes entreprises dans l'économie? D'accord. Je pense que ça a un lien avec la question de tout à l'heure par rapport à l'industrialisation. J'aimerais rajouter des précisions supplémentaires par rapport à ce qu'il a dit. Des fois, on entend le mot industrie, usine. Il faut peut-être expliquer aux gens. Je vais prendre un exemple avec le cas du lithium au Mali pour que les gens puissent comprendre. Dans l'industrie, ou en tout cas dans le secteur économique, il y a le primaire, le secondaire et le tertiaire. Le primaire, c'est quand on crée une ressource ou en tout cas un produit avec le peu de mécanisation, d'automatisation, etc. Donc quand on enlève le lithium du sol comme minerai et qu'on le vend, il a un prix donné. Donc on est en train de faire du secteur primaire. Quand on prend ce qui sort du sol et qu'on le travaille pour jusqu'à avoir le lithium raffiné qui peut être utilisé dans les batteries, entre les deux, le prix de vente peut être multiplié par 100, 500, 600, 1000, 2000. C'est pareil pour l'or. Quand vous sortez l'or brut, vous le vendez, ce n'est pas la même chose que quand vous transformez ce or, vous faites des bagues avec et vous les vendez. Donc c'est ça la valeur ajoutée, le travail que vous avez fait dessus. Malheureusement, la plupart des pays africains ont été cantonnés dans un rôle de pourvoyeur de matières premières pour les pays européens. Par exemple, on prend la Côte d'Ivoire.
les chocolats que nous mangeons ici, c'est fort probable que c'est du cacao qui vient de la Côte d'Ivoire, mais les marques qui nous les vendent sont des marques occidentales, parce qu'on a exporté le cacao brut. Donc, comme il a dit, en réalité, il ne faut même pas parler d'industrie, il faut création de richesses. En réalité, c'est-à-dire il faut créer des richesses. Il faut donner de la valeur à quelque chose. Si vous prenez un bout de bois comme ça, vous le vendez, ça a une valeur. Mais si vous le taillez pour donner un joli dessin, vous faites un art, vous vendez, ça va être plus cher. Donc la différence entre les deux, c'est la valeur ajoutée que votre travail a créée. Et c'est ça qu'on retrouve au niveau du PIB aussi. Donc c'est pour ça que c'est très important. Alors, la question des PME, petites entreprises, moyennes entreprises, PME, c'est petites, moyennes entreprises. C'est un peu compliqué de parler en ces termes dans nos pays. C'est des termes qu'on a pris des économies européennes qui sont structurées, dites officiellement formelles. De manière générale, mais dans tous les cas, quand on prend les stats formels, quand on enlève le secteur informel, les PME, parmi les entreprises déclarées officiellement, qui sont très peu dans l'activité économique au Mali, il y a 90% qui sont des PME. Maintenant, si on revient à notre échelle, n'importe quelle boutique au marché, Quincaillerie est une PME avec ses salariés, même celle qui vend des galettes, du froufrou avec une salariée ou même son enfant, c'est une PME. Une PME, c'est voilà, 1 à 2 jusqu'à une dizaine, trentaine de salariés. Mais dans les chiffres officiels, on ne prend pas cela. On prend les entreprises qui sont déclarées. Donc c'est pour ça que je n'aime pas communiquer sur ces chiffres-là, parce que ça ne reflète pas la réalité. Mais quoique, parmi les entreprises déclarées, 90% sont des PME. Okay. Donc voilà ce que je peux dire par rapport au rôle des PME. Mais de manière générale, les statistiques sur les rôles des unités dans nos pays sont assez biaisées, assez mal calculées. J'en sais pour quelque chose parce que je suis moi-même statisticien. J'ai l'habitude de travailler sur ces sujets-là. Donc il y a des travaux qui doivent être faits pour plus adapter et ne pas juste mesurer la partie formelle parce qu'elle est minoritaire. Voilà. D'accord, ça c'est bien compris. Maintenant, M. Haïdara, comment le pays gère-t-il la formation et l'éducation pour répondre aux besoins du marché de l'emploi? D'accord. Quand on prend le Mali, par exemple, le secteur des déchets, et il y a des cadres supérieurs qui sont formés, mais les techniciens, malheureusement, il y en a très peu. Ceux qui doivent descendre dans les caniveaux, comme ils doivent descendre, quels sont les comportements, les procédures à suivre. On n'apprend pas ça. Ceux qui sont sur les tables d'ordures qu'on appelle communément les récupérateurs et les récupératrices, on ne les forme pas. C'est vrai. Donc, rien qu'en les voyant, on ne voit pas de gants, aucune forme de protection. De protection. Parce qu'ils n'ont pas été formés. C'est vrai. Et c'est un cas à prendre en compte par les différents ministères. L'environnement, la formation professionnelle, et ainsi que d'autres secteurs, d'autres ministères, départements ministériels. Mais qu'à cela ne tienne, il y a quand même de l'espoir parce qu'à un moment donné, dans les années 2004, 2005, quand nous étions encore à la flash, mais on nous enseignait l'environnement en tant que matière à l'époque. Mais aujourd'hui, il y a différentes spécialités à l'intérieur de l'environnement qui sont en train d'être développées à la fois au niveau des facultés, c'est-à-dire les universités publiques ainsi que les universités privées. Également, il faut remercier des centres robotiques qui sont en train d'être également mis en place et qui fonctionnent. C'est pour apprendre aux jeunes et aux enfants, c'est-à-dire à se familiariser avec la nouvelle technologie. Et tout récemment, on était dans une formation sur l'intelligence artificielle. Les enseignants-chercheurs, la salle était pleine ce jour-là. Il n'y avait ni périen, il n'y avait même pas de l'eau fraîche à donner aux gens. Ça veut dire qu'on est en train de prendre conscience petit à petit de l'importance de la chose. De l'importance de la formation pour le pays et pour soi-même. Et dans le domaine de l'économie également, de plus en plus, on voit des filières qui sont en adéquation avec le besoin du marché. Mais qu'à cela ne tienne, le contenu des programmes doit être révisé. Que le contenu de certains programmes
soit vraiment en adéquation avec la question de l'emploi. Je donne un exemple, madame, moi qui suis là à parler, j'ai eu ma maîtrise, je ne savais pas ce que c'était le mot TDR, terme de référence. Je ne savais pas ce que c'était non plus l'offre technique et l'offre financière. Alors que déjà, avec la maîtrise, on pouvait être consultant. Donc, ce sont des notions qu'on doit enseigner à nos enfants depuis les petites classes, à mon avis. C'est-à-dire l'esprit d'entreprendre. Que l'on ne soit pas là uniquement à étudier pour être salarié. Tout le monde ne peut pas, tout le monde ne doit même pas être salarié. Donc là, ce sont là un certain nombre de défis. Et nos mamans et nos sœurs également, sur le plan de la formation, il y a des fois un petit déséquilibre. Parce que l'homme peut se lever pour aller sur la formation, il s'inscrit à l'école, mais il arrive que pour que madame puisse s'inscrire, il faut qu'elle ait l'autorisation de monsieur. Elle va demander l'autorisation de monsieur, et monsieur va demander l'autorisation de son papa ou de sa maman, ou de, vous comprenez? La procédure est longue. La procédure, elle est découragée à la fin. La procédure est des fois longue, donc il faut qu'on essaie de voir ses côtés, qu'on puisse faciliter la tâche à nos sœurs. Parce que quand on dit que deux personnes se sont mariées, ils sont en couple, et ces deux personnes, sans ces deux personnes, je ne sais pas ce que deviendra le couple en question. Voilà, il y a quand même des défis, mais il y a eu des avancées notoires. Et voilà, nous sommes en crise. Il y a l'école de guerre au Mali, où des gens viendront d'ailleurs pour se former. Donc là, ce sont un certain nombre d'avancées aujourd'hui qu'on peut saluer, sans pour autant ignorer le fait qu'on doit quand même mettre en adéquation certains programmes avec la réalité du moment sur le terrain. Monsieur Haïdara, qu'avez-vous à ajouter à ce que vient de dire tout de suite sur ce qu'a dit Monsieur Adama Sambou? Sur la question de l'emploi, hein, c'est bien cela. Oui, c'était comment est-ce que le pays gère la formation et l'éducation. En fait, en réalité, bon, l'État essaie de faire tant bien que mal. Il y a des structures à destination des jeunes qui aident à financer des projets, soit des projets d'entreprise, soit des projets de formation, où vous identifiez une formation, vous participez, mais c'est les structures de l'État qui payent. On a la pêche, on a d'autres structures d'emploi, etc. Mais le problème n'est pas attaqué à la racine. Le problème fondamental, c'est que déjà, les quotas, les volumes qu'on fait passer au bac, ensuite l'étude supérieure, ensuite tout le monde attend la fonction publique, il n'y a pas de secteur privé dynamique. Alors qu'en réalité, comme il a dit, ce dont on a besoin, c'est des techniciens de base, que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit la mécanique, la réparation des voitures, les soudeurs, et tous ces métiers-là. Aujourd'hui, ces métiers sont réalisés par des gens qui n'ont pas fait de formation. Sans vouloir vous couper la parole, je voyais quelque chose, c'était comme un peu de la comédie. La dame avait demandé à son enfant ce qu'il voulait devenir plus tard. L'enfant avait dit mécanicien. Et là, la maman était fâchée. Parce que selon elle, il ne peut pas aller apprendre et après devenir mécanicien. Laissez-moi donner une anecdote. Je tairai le nom de la personne en question. Moi, j'ai grandi avec beaucoup de gens qui avaient des parents mécaniciens. Quand on conçoit la mécanique comme quelqu'un au bout d'une rue qui bricole des motos, bien sûr qu'on n'a pas la bonne vision. Mais il y a des mécaniciens qui sont très riches, il y a des mécaniciens milliardaires. Tout à fait. On peut avoir, moi j'ai plein d'amis qui ont des parents mécaniciens. Ils ont fait des écoles privées très chères dans le pays. Qui ont des garages. Qui sont même allés étudier à l'étranger, financés par l'argent de la mécanique. Quand on est bien formé et qu'on fait un travail avec sérieux, honnêteté, je pense que dans la majorité des cas, on aura beaucoup d'argent et on va survivre avec cette activité, peu importe de quoi il s'agit. L'important, c'est de vivre honnêtement de son travail, de ne pas tricher et d'être honnête. Je pense que quand on fait cela, qu'on soit menuisier ou quoi que ce soit, ça va marcher. Donc pour moi, en tout cas, il faut une réforme globale, non pas du contenu, mais de tout le système éducatif. Vous n'êtes pas sans oublier que le Mali est essentiellement un pays de jeunes. La majorité de la population, l'écrasante majorité de la population a moins de 25 ans. Or, nous bloquons nos enfants à l'école jusqu'à cet âge-là, alors qu'on a besoin de main-d'œuvre
au niveau de l'agriculture, de main-d'œuvre dans tous les secteurs. Il n'y a pas un Malien qui ne se plaint pas des menuisiers, de la qualité de travail, des maçons dans le BTP, même les blanchisseurs. À tous les niveaux, c'est mauvais. Or, il faut qu'on considère que c'est des métiers valables, c'est des métiers qui s'apprennent. Et moi, nous, quand même, nous proposons d'envoyer les enfants le maximum possible vers le milieu de l'emploi. Ce sujet me tient à cœur, je vais rajouter une petite précision là-dessus. Prenons un exemple d'un mécanicien en bord de route qui a son enfant qui commence à aller à l'école. Si de par sa propre volonté, il n'accorde pas de l'importance à l'école, ou s'il n'est pas suffisamment aisé financièrement, il peut tomber malade. Arrivé à un certain âge, il ne peut pas travailler. Donc, il va dire à son enfant de quitter l'école, de venir l'aider pour subvenir aux besoins de la famille. Parce que l'école, ce que propose l'école est déconnecté de la réalité des objectifs des parents par rapport à leur situation économique. Si on avait une école qui répartissait entre quelques jours théoriques et des jours pratiques où la personne applique dans sa famille ou avec un frère ou un cousin qui est garagiste, on va améliorer la qualité des garagistes, des mécaniciens, etc. Et l'enfant sera utile à ses parents. Donc nous préconisons des filières dès la 7e, 8e année où on a une alternance entre des heures de théorie, très peu, et des heures pratiques. Et cet aller-retour-là, je pense que les enfants, les parents même vont encourager leurs enfants à aller à l'école parce qu'en réalité, c'est ces enfants-là qui vont améliorer la pratique de la mécanique de leurs parents, améliorer le petit garage du coin va peut-être se transformer en un grand garage 5-10 ans après. Je vous rappelle que les marques comme Toyota et autres ont été créées comme ça. À la base, c'était des bricoleurs qui prenaient des voitures jusqu'à devenir les Toyota qu'on connaît aujourd'hui. L'être humain est le même. On a la même capacité, c'est juste le contexte qui diffère. Donc il faut que nos pouvoirs publics s'investissent là-dedans. Mais ça demande quand même un changement radical parce que vous avez parlé de celui qui demande à ses enfants. Vous-même, si vous avez des enfants, votre enfant dit qu'il va être mécanicien, il y a une image sur un certain nombre de choses qu'il va falloir changer dans la tête des gens. Tout le monde n'est pas obligé d'aller à l'école. Je ne sais pas pourquoi l'État oriente autant de personnes vers l'université au lieu de les orienter vers des filières pratiques pour qu'ils aillent savoir faire quelque chose de leurs mains. C'est vrai. Mais comme vous dites, vous c'est une structure. Alors, bon, globalement, je fais de la politique aussi. Donc, nous avons un ancien mouvement Mali Renaissance, mais nous sommes en train de nous structurer. Nous avons participé aux différents dialogues nationaux. Nous avons eu à faire des propositions, ce que je viens de vous dire, sous le thème de l'éducation. Je crois même qu'à l'occasion, sur cette chaîne, on avait fait une double émission de 2 heures de temps où nous avons abordé toutes les thématiques du Mali et nous avons eu à élaborer nos propositions. Donc là, j'ai donné rapidement une ébauche de ce qu'on imagine dans le domaine de l'éducation. D'accord. Adama Sambo. Oui. Est-ce que le chômage a un impact sur l'économie? Quand on parle de chômage et de l'économie, il faut qu'on essaie de voir quelqu'un qui chôme, qui est un chômeur d'abord. Parce que dans la conception de certains, j'ai mon diplôme, il faut que j'ai un emploi conformant à ma formation. Tout à fait. Alors que cela n'est pas obligatoire. Mais ce qui est sûr, quand on est en situation de chômage, cela joue énormément sur l'économie parce que chaque Malien qui chôme, c'est un Malien de moins par rapport à la contribution aux impôts et aux taxes. Et qui parle d'impôts et taxes, c'est que nous parlons du secteur public de façon générale. C'est là où les salaires sont payés, c'est là où les redevances, beaucoup de choses sont payées. Donc, effectivement, plus il y a de chômeurs dans le pays, moins l'économie peut se porter mieux. Et raison pour laquelle, comme l'a dit tout à l'heure M. Haïdara, il faut qu'on aille vers l'entrepreneuriat. Et cet entrepreneuriat, on n'a pas besoin d'avoir le million ou le milliard. Okay? Quand on apprend à l'enfant depuis un certain âge qu'il entreprend petit à petit, il va grandir avec l'esprit. Mes cousins Sarakolé, c'est vrai, ils ne sont pas intelligents, mais dans ce domaine, ils savent chercher l'argent. C'est vrai. Ok, ils sont au bout de la rue, ils font le cirage des chaussures et puis machin, un beau jour, ils vont commencer à acheter les chaussures et puis déposer sur la table.
Au bout d'un certain temps, on dit non, il est au grand marché, il a ouvert sa boutique de vente de chaussures. Donc, c'est un peu cela. Aujourd'hui, j'ai parlé tantôt de l'énergie solaire. Mesdames, aujourd'hui, en 2017, on a fait une étude sur cette question. On n'a pas rencontré un seul spécialiste au Mali. Ok, les localités qu'on avait sillonnées, c'était Bamako, Ségou, Sikasso, et ainsi de suite. Ils étaient tous, chacun avait appris sur l'État. Donc, il y a ce besoin qui est là. Et aujourd'hui, dans cette situation de délestage, ok, les gens sont en train d'installer des panneaux, des kits solaires chez eux. Donc, vous comprenez, ce qu'on peut dire, quand il y a le chômage dans le pays, c'est comme la famille. Ben, vous sortez le matin, vous n'avez rien, vous rentrez le soir, vous n'avez pas l'esprit tranquille. C'est sûr. Parce qu'il n'y a rien dans la poche. Et vous, les femmes, je crois que maintenant, là, les femmes aussi ont des poches. Ah oui, on a circulé malheureusement. Ah, oui. D'accord. Maintenant, M. Haïdara, un dernier mot, quel est le message que vous passez à la population malienne concernant ce sujet qui est l'économie, les impératifs d'une croissance illimitée? Alors, pour clôturer sur ce sujet, déjà, je pense que tout le monde connaît la situation économique. On a eu à brosser les grandes lignes. Au-delà des chiffres abstraits pour les gens, il y a la situation de l'électricité qui joue beaucoup. Il y a pas mal de facteurs. On est en post-Covid. Il y a la guerre en Ukraine, etc. Il y a un contexte global. Et puis, il y a un contexte local de crise politique, transition, etc. Mais je pense que quand même, il y a un certain nombre d'avancées qui ont été obtenues. Quand on parle notamment de la réforme du secteur minier qui va permettre à l'État de récupérer un peu plus d'argent, je pense que c'est ces choses qui vont permettre de financer un peu le déficit d'électricité, plus les taxes et autres qui ont été faits. En tout cas, nous sommes à une période difficile, charnière, mais je pense que si les autorités travaillent dans le bon sens, dans l'intérêt général des Maliens et qu'il y ait une communication normale, cohérente, anticipée, je pense que la population est prête à faire des efforts et je pense que la population doit faire des efforts et bien sûr ces efforts doivent être récompensés par un travail de qualité de la part de nos dirigeants pour régler ces problèmes-là. Et surtout de revoir le salaire. Le salaire est un peu bas. Monsieur Adama Sambo, Wakati Souriana, quel est le message que vous lancez à la population malienne concernant l'économie, les impératifs d'une croissance illimitée? Le message que je lance à la population malienne, c'est que nous n'avons qu'une seule patrie, qui s'appelle le Mali. Chacun doit y apporter sa pierre. Et de l'autre côté, qu'on se dise qu'il n'y a pas de sous-métier. D'accord? Oui. Et que nous qui avons été à l'école, qu'on ne s'assoie pas pour attendre à ce qu'on ait un emploi salarié. Ça, c'est très important. D'accord. Et de l'autre côté, le chapeau que moi je porte tout de suite, son concepteur, c'est Bina Solomani, il est du village de Kango. C'est beau, hein? Très beau. Kango, dans la commune rurale de Falo, cercle de Blas, mais ce sont des métiers qui ont tendance à disparaître. Tout à fait. À cause du fait qu'il n'y a pas autant de valeur. Donc, ok, oui. Que l'État appuie ces artisans qui sont là, c'est-à-dire à sauvegarder et à mettre en valeur notre culture et notre bien-être. Tout à fait. Et la forge, tous ceux qui sont tisserands, ainsi de suite. Voilà un peu. Et un dernier mot, c'est de saluer, parce qu'on est là sur un plateau de télé, donc on est dans le cadre du journalisme. L'école de journalisme qui a ouvert ses portes au Mali. Désormais, on ne va plus traverser les frontières maliennes. Pour aller au Sénégal, pour aller au Sénégal, Dakar. Ainsi de suite. Ouais. On a la formation de qualité sous la main ici. C'est une initiative qui est à saluer et qui est à remercier. Et merci à nos téléspectateurs.
Il n'y a pas de saut métier. On s'exprime là. On vous rappelle que nous avions des invités. Le premier est Badi Haïdara, il est économiste. Et le deuxième est Adama Sambou Sissoko. Merci à vous, chers invités. Aoukambe Anyona Were Nalamanga Joya Joana.